Chers amis, bonjour et bienvenue dans les chroniques de l'Afrophilo. Si vous aimez ce que nous faisons et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Activez les notifications en cliquant sur la cloche afin de recevoir toutes nos vidéos. Laissez un pouce bleu et partagez. Aujourd'hui, nous allons parler de l'État fédéral africain. En effet, aujourd'hui, pour tous les panafricanistes, l'État fédéral africain est l'idéal principal à atteindre. Vous le savez sans doute, il y a 60 ans, deux intellectuels majeurs ont formalisé dans des livres l'idée d'un État fédéral africain. Il s'agit de Cheikh Anta Diop, qui a écrit Les fondements économiques et culturels d'un État fédéral africain, et de Kwame Nkrumah, qui a écrit Le néocolonialisme. Et pourquoi le néocolonialisme? Tout simplement parce que l'idée d'un État fédéral africain est apparue comme l'objet de la cristallisation de la lutte anticoloniale. La solution suprême était alors la création d'un État fédéral pour lutter contre l'impérialisme et le néocolonialisme. C'est donc dans cette perspective que s'inscrivent ces deux ouvrages, et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Cependant, on peut quand même se poser la question de savoir pourquoi 60 ans plus tard, il n'y a toujours pas d'État fédéral africain. À votre avis, à quoi cela est-il dû? Eh bien, dans cet épisode, nous allons commencer à parler de cela. C'est parti. Les premiers penseurs panafricains de la modernité, post-1950, dont les principaux furent Cheikh Anta Diop et Kwame Nkrumah, ont émis et entretenu l'idée d'un État continental africain comme réponse à l'impérialisme européen du XXe siècle, prélude à l'ultralibéralisme mondialisé du XXIe siècle, qui se préfigurait déjà. It is my great pleasure to welcome you to Accra and to this conference of African freedom fighters and supporters of the growing movement for Africa's liberation and unity. It is good for our cause to have a periodic meeting of this kind to examine our position in the great struggle to rid Africa completely and forever of imperialism and its handmaidens, colonialism and neocolonialism. Dans leurs deux ouvrages majeurs respectifs qui décrivent ce projet, à savoir Les fondements économiques culturels d'un État fédéral africain, de Diop, et Le néocolonialisme, de Nkrumah, ils développent le cœur du projet politique panafricain africain, à distinguer du projet panafricain américano-caribéen, plus conceptuel et moins pragmatique. L'Afrique fédérale chez Kwame Nkrumah. Tous les arguments contre le néocolonialisme que l'on retrouve encore aujourd'hui dans les sphères politiques, et même le terme néocolonialisme lui-même, sont issus de Nkrumah. Le néocolonialisme, selon Kwame Nkrumah, était cette dynamique mise en place par les anciens pays colonialistes pour garder la mainmise qu'ils avaient sur les pays nouvellement indépendants. En parallèle à ces puissances nationales européennes, des forces financières internationales se développaient également dans le sens de maintenir l'accès aux matières premières dont elles avaient besoin pour leur expansion financière et industrielle. Si pendant la période faste du colonialisme, entre les années 1880 et les années 1930, ces forces nationales et financières étaient fortement imbriquées, capitalisme monopolistique d'État décrit par Lénine, elles entameront une séparation inexorable à partir des années 1950, ce que Kwame Nkrumah identifiait déjà au début des années 60. Cette séparation s'est depuis accentuée de manière intensive jusqu'à nos jours. À la veille des indépendances, les anciennes nations colonialistes encouragèrent la balkanisation de l'Afrique en petits États, tandis que dans d'autres pays vastes, tels que le Nigeria, ils organisèrent une politique fédérale et régionale. Ce fut fortement le cas pour le colonialisme français et dans une moindre mesure pour les colonialismes anglais, portugais et allemands. Ces petits États existent encore aujourd'hui et constituent, selon Kwame Nkrumah, une faiblesse économique majeure. En effet, ces petits États n'ont pas de marché de consommation interne important sur lequel s'appuyer pour développer des manufactures et d'autres industries. Notons que le Nigeria propose aujourd'hui un schéma contraire grâce à sa population importante de 200 millions d'habitants. Ainsi, disposant de PIB largement inférieurs au chiffre d'affaires des grands groupes industriels, les petits pays sont soumis à la loi des plus riches, négociations asymétriques et subventions armées de petites rébellions. En l'absence d'industrie dans les États d'Afrique, les anciens pays colonialistes et les puissances financières internationales ont encouragé une politique d'aide indirecte à l'importation, leur ouvrant la porte à des avantages dans leur accès aux ressources naturelles. Ainsi, les ressources naturelles extraites d'Afrique sont exportées sans transformation, tandis que l'Afrique importe des produits manufacturés occidentaux à des prix aléatoires, inhibant en parallèle la capacité productive potentielle de l'Afrique. Ainsi, les ressources naturelles extraites d'Afrique sont exportées sans transformation, tandis que l'Afrique importe les produits manufacturés occidentaux à des prix aléatoires, inhibant en parallèle la capacité productive potentielle de l'Afrique. La conséquence est l'absence de développement industriel significatif, aujourd'hui encore. Le très faible taux d'échange commercial intra-africain,
le développement d'un chômage substantiel de masse dans les villes africaines, ainsi qu'une paupérisation grandissante de la part de populations héritières de territoires riches en ressources naturelles. Africa has immense actual and potential wealth: gold, diamond, copper, manganese, bauxite, iron ore, uranium, asbestos, chrome, cobalt, and hopes of other minerals. It is Africans who are poor, not Africa. And they are poor because of the uncounted profit that has been made out of the exploitation of their labor and their lands. Pour pallier à cet état de fait, qui n'a fait que prendre de l'ampleur depuis son ouvrage, le néocolonialisme, Kwame Nkrumah proposa donc une union des États africains à l'échelle continentale, afin de générer un véritable contre-pouvoir économique face aux anciens États colonialistes et à la finance internationale. Il énuméra la nécessité d'une planification économique et industrielle dans cette union panafricaine, suivant un modèle socialiste et mixte dans lequel l'association économique permettrait de tirer les régions les plus dépourvues vers le haut en utilisant les avantages des uns pour combler le manque des autres. Il cita quelques exemples industriels et agricoles de son époque. For unity must be the keynote of our actions. Our enemies are many, and they stand ready to pounce upon and exploit our very weakness. They tell us that this particular person or that particular country has greater or more favorable potentialities than the other. They do not tell us that we should unite, that we are all as good as we are able to make ourselves once we are free. Malheureusement, contrairement à toutes ces préconisations de Kwame Nkrumah, l'Afrique ne fit qu'un pas vers cette union avec l'OUA avant de se rétracter définitivement. L'Union africaine actuelle ne représentant qu'une coquille vide, duquel n'émane aucune action s'inscrivant dans la durée et ayant un impact concret sur la vie des Africains. Pourquoi un tel échec? C'est ce que nous nous attellerons à comprendre. Donc, il existe bel et bien un procédé anthropométrique touchant à l'ostéologie qui permet de distinguer le noir du blanc. Et ce critère, Lepsus a appliqué ce critère au peuplement égyptien pharaonique et il a trouvé que l'Égyptien était des nègres, des négroïdes ou des nigriciens. L'Afrique fédérale chez Cheikh Anta Diop. La grande théorie de Cheikh Anta Diop est l'unité culturelle de l'Afrique noire. D'après lui, cette unité a existé dans le passé et doit renaître car c'est à partir d'elle que découleront les unités politiques et économiques de l'Afrique noire. Il démontra ainsi cette unité passée par une lecture de l'histoire africaine faisant des fondateurs des civilisations, royaumes et empires africains, notamment l'Afrique de l'Ouest, Nok, Bénin Ifé, Ghana, et l'Afrique australe, Zimbabwe Monopotapa, des descendants de migrants égyptiens partis depuis la vallée du Nil, à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ. Ainsi, dit-il, on retrouve un fond linguistique commun, une unité psychique commune, ainsi que des organisations familiales, étatiques, philosophiques et morales communes en Afrique noire, découlant de cette racine égyptienne et de l'adaptation similaire aux conditions matérielles d'existence de ces peuples. En 1954, Cheikh Anta Diop publie son premier ouvrage, Nation, nègre et culture. Il faut donc montrer qu'en prenant au sérieux les dépositions unanimes de toute l'Antiquité savante et philosophique, qui témoignent que les Égyptiens étaient des nègres, comme tous les autres naturels de l'Afrique, on rétablit la clarté sur un point d'histoire qui n'est devenu réellement obscur que depuis un siècle, avec l'apogée de l'impérialisme. L'histoire africaine, ainsi raccordée à celle de l'Égypte et de l'Éthiopie, tout rentre dans l'ordre et l'on voit que le Ghana a surgi à l'intérieur du continent au moment du déclin de l'Égypte. Tout comme en Occident, les empires sont nés avec le déclin de Rome. Toujours dans Nation, nègre et culture, Cheikh Anta Diop évoque l'unité ethnique, sociologique et linguistique de l'Afrique démontrée par son histoire, et c'est elle qui doit être à la base de son unité économique et politique qui reste à construire. Sur la base de cette unité culturelle, Cheikh Anta Diop proposa un retour à une langue commune, base nécessaire à la construction d'un État fédéral d'Afrique noire. Sur le plan politico-économique, les analyses et les propositions de Cheikh Anta Diop pour une Afrique fédérale sont très similaires à celles de Kwame Nkrumah, notamment sur les politiques de planification de l'industrialisation à l'échelle du continent, suivant un modèle socialiste et mixte. Cheikh Anta Diop dénonce sans ambiguïté les orientations antifédéralistes de Léopold Sédar Senghor et lui reproche sa soumission aux influences néocolonialistes quant au développement économique et culturel du Sénégal. Cheikh Anta Diop était pour une indépendance totale de l'Afrique noire dans le cadre d'un État fédéral.
un État s'étendant du tropique du Cancer, c'est-à-dire au milieu du Sahara au nord, jusqu'au cap de Bonne-Espérance, au sud, de l'océan Indien à l'est, jusqu'à l'océan Atlantique à l'ouest. Une thèse que soutiendra avec passion le leader ghanéen Kwame Nkrumah à Addis Ababa en 1963, lors de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, l'OUA. Alors, l'Afrique fédérale, utopie ou réalisme? Qu'elle relevasse du bon sens ou d'une utopie au lendemain des indépendances, les propositions faites par Cheikh Anta Diop et Kwame Nkrumah sous forme de texte-programme pour l'unité culturelle, politique et économique d'un État africain semblent aujourd'hui presque autodérisoires, car plus d'un demi-siècle plus tard, la réalité est on ne peut plus à l'opposer avec des États qui non seulement ont de la peine pour s'organiser efficacement aux échelles sous-régionales, faiblesse des échanges commerciaux et des services, et faiblesse de la coopération militaire, notamment face à la question du terrorisme, mais également contiennent en leur sein des divisions qui durent. Ethnie du sud Nigeria, Touareg du nord Mali, ethnie du sud Congo, Oromo en Éthiopie, ethnie de l'Ituri en RDC, milices ethno-religieuses dans l'est de la RDC et en Centrafrique, pour ne citer que cela. Il apparaît clairement, lorsque l'on s'attelle à lire la vision qu'avaient ces deux grands penseurs de l'avenir de l'Afrique, qu'il y a eu un échec cuisant de leurs pronostics. Aucune de leurs propositions n'a été réellement implémentée. Cela est-il dû uniquement aux manipulations néocoloniales occidentales ou au seul égoïsme unanime des dirigeants africains depuis une soixantaine d'années, ou alors à une réalité profonde qui n'a pas été saisie dans leur analyse, biaisant ainsi cette dernière hypothèse sur laquelle viennent s'accrocher de manière secondaire les autres causes, néocolonialisme, traîtrise des élites, est celle à laquelle j'adhère, après avoir étudié la question pendant des années. Cheikh Anta Diop et Kwame Nkrumah étaient sans aucun doute des grands penseurs au vu de leur analyse de la situation mondiale et surtout occidentale de leur époque. C'est avec une acuité incroyable que Cheikh Anta Diop avait déjà prédit la montée des néo-nationalismes en Europe, que l'on observe aujourd'hui. Ou encore Kwame Nkrumah, qui avait déjà prédit une lutte des classes internationales qui se manifeste aujourd'hui par l'immigration massive depuis les régions pauvres d'Afrique et d'ailleurs vers l'Europe et l'Occident en général. Quelle est donc cette réalité profonde qui n'a pas été saisie par ces deux intellectuels hors normes et pourquoi? Voilà une quête sensationnelle dans laquelle je me suis lancé et que je tenterai de décrypter dans les chroniques suivantes. Il s'agit de la concaténation de plusieurs biais analytiques issus d'un manque de données que les années post-indépendance ne livreront que plus tard. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez ce que nous faisons une fois de plus et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. J'espère que vous avez appris plein de choses. Moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Nation nègre peut poser problème. Nation nègre c'est avec S. Nègre avec S. Mais culture sans S, évidemment, c'est un problème. Cheikh est un jacobin culturel. Il est jacobin culturel en ce sens qu'il pense qu'il n'y a qu'une unité culturelle de l'Afrique noire. Il n'y a pas de culture en Afrique, il n'y a qu'une seule culture. Donc ça pose problème. Ça pose le problème de l'essentialisme, qui est un problème philosophique qu'on devrait aborder, mais c'est très peu abordé par les Africains. Le rare qu'il aborde rapidement, c'est Suleiman Bachir. En traitant aussi, évidemment, pratiquement aussi de pharaonisme, d'essentialisme. Les blancs sont comme ça, les noirs sont comme ça, tous les blancs ne sont pas les mêmes, tous les noirs ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est une attitude conservatrice, figée, proprement parler, alors qu'il y a la diversité. Il est vrai qu'il y a les relents du courant anticolonialiste. On vous dit que vous êtes divers culturellement, vous n'avez pas de culture, vous avez des cultures, etc., etc. Il y a une réaction à proprement parler. C'est ce que je retiens chez Cheikh Anta, c'est un nationaliste.